Salut et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on va parler de quelques sujets. On va voir l'avancée de Dopsy parce que du coup, je ferai un bilan dans quasiment toutes les vidéos de l'avancée du projet Dopsy en ce moment sur lequel je suis en train de travailler. Et on va parler de quelques réflexions que je me suis fait et du contenu que j'ai découvert. J'ai découvert un créateur qui me plaît bien et qui a été recommandé par Yanis Eisman, que je suis sur Twitter et sur YouTube parce que j'aime bien son contenu. Si vous le connaissez pas, c'est Yanis Sass. Et donc Yanis Eisman. Très très cool, très bonne chaîne, je recommande, n'hésitez pas à aller voir. Il fait pas mal de contenu. Il y a une espèce de mode que je vais rejoindre certainement au bout d'un moment, qui est de faire du contenu avec des schémas, en fait, soit un whimsical, soit un truc où vous expliquez en fait schéma par schéma, enfin, en passant d'étape par étape dans un schéma. Et je trouve le contenu en général bien. Et c'est vrai que Yanis fait beaucoup de contenu comme ça, et il a fait une vidéo récemment, ça, Signe Public. Donc il fait du building public aussi. Très très cool cette chaîne. Et il y a pas longtemps, il a fait un post Twitter où il parlait de quelqu'un dont j'avais déjà vu le nom et que j'avais envie d'aller voir. Et cette personne, c'est Valère. J'ai été voir le contenu de Valère et pour le moment, je suis agréablement surpris par son contenu. C'est du contenu qui me plaît beaucoup. C'est du contenu très cash, je trouve. Et, et en fait, je me rends compte que j'aime bien les personnes comme ça, qui sont très brutales et très cash, et qui donnent de la valeur comme ça, où il n'y a pas de... Le contenu de Valère, c'est vraiment, enfin, c'est très... ça va à l'essentiel, quoi. Si t'es venu pour aller voir quelqu'un qui raconte sa vie, un peu comme moi je fais au final, t'es pas au bon endroit, quoi. Vraiment, le mec, il te raconte comment on fait ci, ça, point. Et si tu veux voir autre chose, va voir une autre vidéo, quoi. Et j'avoue que lui aussi, il a du contenu premium qui est Business OS. Donc c'est une communauté school avec des cours, etc. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense que j'irai voir. Au moins faire un mois et essayer de me bouffer tout le contenu d'un coup. Aujourd'hui, j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas le temps. J'ai déjà des cours à suivre, etc. Plus, je suis en train de charbonner énormément de mon côté. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt de faire ça. Maintenant, le contenu m'intéresse. Il est très ciblé sur aider les gens à reproduire où est-ce qu'il en est. C'est-à-dire que lui, il est à plus de 300 ou 400 cas par mois, je crois. S'il est legit, je suppose qu'il l'est, j'espère qu'il l'est. Mais s'il est legit, il est à plus de 300 ou 400 cas par mois. Et je pense que du coup, il y a des enseignements à tirer de son contenu. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus, surtout sur la partie copywriting, page de vente et un peu funnel, tout ça. C'est quelque chose dont on va avoir besoin certainement dans le projet de Psy. Et, et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un qui en parle et qui explique comment faire tout ça. Donc vraiment intéressant et quelque chose à surveiller. Dans la vidéo, du coup, j'ai regardé ce truc là, guide complet, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Ça fait un peu cringe comme titre, mais why not? Guide complet, devenir millionnaire en partant de zéro, no bullshit. Il dit un truc en fait dans cette partie qui est passé du niveau 3 au niveau 4. Donc il parle des différents niveaux de progression vers cet objectif de gagner beaucoup d'argent en fait. Et c'est pas déconnant. Enfin, ce qu'il dit, c'est pas du tout déconnant et c'est même plutôt très très réaliste. Et dans l'étape 3 à l'étape 4, je sais pas si on peut voir les étapes. On a les étapes là: victime, survivant, travailleur, joueur, performeur, conducteur, administrateur, compositeur, légende. Et niveau 3, c'est je travaille dur pour vivre. Et niveau 4, je fais ce que je fais et j'aime ce que je fais, je crée ma propre abondance. Et du coup, moi, je réfléchissais à un peu où est-ce que j'en suis par rapport à ces niveaux-là. Et je dirais que je suis vers là, en fait. Je suis ni au 3, ni au 4, ni au 5. C'est bizarre, mais je suis un peu là-dedans, en fait. En freelance, c'est assez facile, et c'est pareil, Yanis en parlait aussi sur son Twitter récemment. C'est assez facile d'arriver aux 10K par mois, mais c'est dur de dépasser un peu ce cap. Et en fait, c'est à ce moment-là, il parle du coup, dans la vidéo, il parle de trois, pour lui, trois valeurs qui sont essentielles pour briser un petit peu ce plafond de verre et pour aller plus haut. C'est la vitesse, la persévérance et l'obsession. Et je trouve ça réaliste, dans le sens où la vitesse, c'est
ce qu'il dit, c'est l'exemple, c'est que si vous fixez un objectif à 6 mois ou à plus loin, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que, par exemple, si vous dites: «Ah OK, je vais apprendre à lancer des SaaS et je lance mon SaaS dans 6 mois», en fait, ça bouge trop vite, comment dire? Vos motivations, elles vont changer trop vite. Bref, 6 mois, c'est trop long, pour se confronter au marché, c'est pas bon. La durée, en fait, à laquelle il faut se confronter au marché, c'est 1, 2, maximum 3 mois, je dirais. Et je suis totalement d'accord avec ça et c'est d'expérience, en fait, je vous dirais, que j'ai déjà eu ce truc à me dire: «Ah OK, ça sera prêt dans X mois», c'est pas possible. Si vous partez avec un objectif comme ça, c'est foiré, c'est même pas la peine, en fait, presque. Donc là, c'est pour ça que d'ailleurs avec Dubsy, je suis dans un objectif en ce moment où je rush à fond, où pour une fois, en fait, j'accepte de faire des compromis et me dire que je vais pas écrire du code parfait et c'est tant pis, c'est pas grave. Je vais à l'essentiel, je vais au fonctionnel, je veux que ça marche, je veux qu'on puisse tester l'idée. Je veux que dans 1 mois maximum, enfin qu'à la fin du mois de janvier maximum, on ait une V1, un prototype qui fonctionne pour pouvoir, se confronter au marché et pour pouvoir dire si ça marche ou ça marche pas, en fait. Parce que si ça marche pas, ça sert à rien de passer, 3 mois de plus à faire de la stratégie technique, de: «Ah ouais, on va faire ci, on va faire ça, ce serait trop stylé et tout». C'est de la merde, en fait. Vos idées, c'est de la merde si, sur le marché, elles valent rien. Donc, à un moment, faut pas faire les trucs pour se branler, sur la technique et sur vos capacités. Il faut aller à l'essentiel et faire des concessions, faire des choix pour se confronter au marché et du coup, bah, je suis totalement d'accord. Le deuxième point qui donne, c'est, la persévérance et la persévérance, c'est un truc du coup, que j'apprends et que du coup j'ai appris avec le temps et c'est pareil, il y a ce truc du shiny object syndrome. Le truc, c'est que sur YouTube, des gourous qui vous vendent des cours et des trucs, il y en a 10 000 en fait. Il y a 10 000 mecs qui vont dire: «Ouais, ce que tu devrais faire, c'est de l'ads marketing, ce que tu devrais faire, c'est du dropshipping, ce que tu devrais faire, c'est ci, ce que tu devrais faire, c'est ça». Et ce qu'il explique et ce que disait un peu Alex Callen aussi dans sa formation, à l'époque où je regardais la formation sur les ads, c'est que en fait, tout marche. Tout marche. Il suffit juste de le faire et de persévérer dedans, en fait. Faut juste s'accrocher. Il y a un moment, en fait, où ça monte. Après, il y a une phase très, très dure et c'est là où les gens, ils droppent. Et en fait, c'est le truc de l'effet, du Dunning-Kruger effect. C'est genre, stupide, j'ai l'impression que je sais tout. Je me rends compte que je sais pas, la moitié des trucs et après, genre, mon niveau de connaissance, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Mais cette phase, ce creux, en fait, où tu te dis: «Oh, c'est génial» et juste après tu te dis: «Oh putain, il y a tout ça à apprendre et j'y arrive pas» et ben, en fait, c'est le moment où tu commences à accumuler de l'expérience et juste après, tu, te retrouves à être confronté en fait à tout ce qui reste et à toute ton incompétence et c'est le moment où en fait, la plupart des gens ils lâchent et c'est le moment où moi j'ai lâché plein de fois. Je me suis dit: «Vas-y, je vais apprendre des ads, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça». J'ai quand même toujours gardé le dev parce que moi c'est mon activité, professionnelle et du coup ça a toujours été ça, mais en side business, je me suis toujours dit: «Ah on va faire ci, ah on va faire ça, ah et si on faisait, une agence IA, ah» et cetera et cetera. Coup de chance, je suis quand même toujours resté proche de mon domaine, cœur et ça m'a permis d'élargir mes connaissances, mais je vois qu'il y a cette espèce de perte de temps où au lieu d'aller faire de l'argent avec la compétence et ben, j'ai toujours eu ce truc de lâcher en fait avant, de me dire: «OK, bah, c'est bon, je suis assez bon, je vais me confronter au marché et je vais me faire recaler en fait. Je vais me faire recaler si je suis pas assez bon et c'est pas grave». Ce truc-là, c'est très difficile à accepter et c'est là où les gens ils lâchent et en fait, tu retournes dans une espèce de boucle où enfin là je parle de moi et comment je ressens cette étape dont il parle, c'est qu'en fait, c'est une facilité quelque part. C'est que tu retournes dans une espèce de boucle où tu retournes au niveau où il faut apprendre, et préparer cette confrontation au marché et au moment où tu as la confrontation au marché, souvent tu prends la fuite et c'est ça le shiny object syndrome, c'est tu fais toute la phase facile et la phase de confrontation où, il y a vraiment la face à l'échec et bah, en général, tu drops et tu fais autre chose et du coup, moi, c'est quelque chose que c'est bon, genre, j'en ai marre de tout ça et j'ai envie d'avancer maintenant dans ma vie et c'est pour ça que moi, genre, même si de ce qui se dit au final, le domaine du SaaS, c'est un domaine qui est difficile, moi, j'ai la chance que c'est mon métier. Alors oui, j'ai pas toutes les compétences pour faire des SaaS, j'ai pas encore la partie marketing et cetera, mais moi, le domaine dans lequel j'ai le plus de chances finalement de percer et où j'ai le plus d'intérêt aussi à percer, c'est le domaine du SaaS parce que moi je peux faire ça. La technique, j'ai pas besoin de payer un mec, 50K, ou une agence 50K pour faire un SaaS.
J'ai les compétences pour, je le fais au travail, je le sais. Maintenant, ça sera pas parfait quand je vais le faire pour moi et cetera et il y a plein d'à côté à gérer, mais je peux me permettre d'enchaîner là-dessus et c'est les compétences que j'ai envie d'acquérir et je me rends compte que en plus, à force de faire des efforts, sur tout ça et bah, je vais aller plus vite. Là, le fait d'avancer sur Dubsy, je me rends compte qu'il y a des points qui étaient encore pas forcément clairs pour moi dans la réalisation d'un projet tout seul, qui sont en train de devenir clairs et je me dis que quand tous ces points-là, ils vont être clairs et faciles à réaliser et que je vais pouvoir enchaîner dessus et bah, il y a moyen vraiment de devenir une machine et de faire de l'argent et potentiellement aussi de conseiller des gens dans ce domaine-là, d'aider les gens, de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux de faire un sas de telle manière pour aller plus vite, de telle manière pour, à viser le long terme et cetera. Notamment, moi c'est un sujet aussi que je vois parce qu'en ce moment j'y suis confronté. Les trucs comme, Shipfast et tout ça, c'est hyper bien, ça a des très, très gros avantages, mais c'est aussi des très gros inconvénients. Pour moi, la stack de Shipfast, par exemple, pour build un MVP, pour se confronter au marché et cetera, c'est certainement et celle de, Now.ts de Melvin, c'est aussi, ces 2 stacks qui sont très, très bien parce que c'est très complet et que ça permet de faire un POC très, très vite. Je dirais que Now.ts est potentiellement au-dessus, pour moi, même si c'est moins médiatisé, moins connu. Ça il y a un monde où c'est au-dessus parce que déjà parce que c'est en TypeScript le problème de Shipfast pour moi, c'est que, c'est du JavaScript et que c'est en mode, «Viens, on fait un POC, on fait très vite» et du coup, on prépare un projet qui pour moi est pas fait pour évoluer dans le temps, en fait. Alors oui, un petit peu, mais non, sur le long terme et cetera. Une stack qui est pas enfin, là, moi, je le vois quand je dev, déjà en TypeScript, il y a, il y a des trucs qui cassent, en fait. Quand vous ajoutez une nouvelle feature, potentiellement, il y a un truc que vous avez mal fait et cetera et même avec un langage très typé, vous êtes confronté à, des changements à faire dans votre code, des trucs comme ça et pour moi, enfin, je me vois pas faire ce que j'ai fait, je pourrais vous montrer, mais ça a pas de sens, mais là, toute ma donnée, elle est typée et cetera. Je me dis: «Putain, si j'avais dû faire ça en JavaScript», là où, par exemple, je vais aller changer une donnée dans mon formulaire dans le front, mais en fait, il faut que je me souvienne que dans le back-end, ça change aussi et cetera. Alors que là, moi, dans, par exemple, la stack que j'utilise, qui est Nest plus Next, que en TypeScript avec des paquets, partagés pour faire des contrats et bah, je change d'abord le contrat, en fait et du coup, si je change mon contrat, non seulement mon front-end et mon back-end, ils sont cassés, en fait. Tous les 2, ils vont me dire: «Mec, tu es censé nous envoyer telle donnée, tu nous l'envoies pas» et ça, en JavaScript, vous l'avez pas. En JavaScript, vous changez un truc dans le front, vous soumettez votre formulaire, vous vous rendez compte qu'il est cassé, vous cherchez pourquoi il est cassé, vous finissez par trouver, vous dites: «Ah oui, j'avais changé ça» et il faut aller changer aussi tous les endroits du back-end qui correspondent à ce truc-là. Alors qu'avec un contrat et avec un langage très, très typé, et bah, vous changez le contrat et en fait, tous les endroits qu'implémente ce contrat, ils vont vous dire: «Bah mec, tu respectes plus le contrat» et vous allez avoir dans la console tous les endroits qui sont cassés, en fait. Directement dans la console, si moi je change mon contrat, tous les endroits où j'implémente mon contrat, ils vont me dire: «Bah mec, c'est de la merde ce que tu fais». Donc là, je sais pas, je pourrais faire un exemple, j'ai un peu la flemme, mais si je vais dans mon questionnaire schema, par exemple, je sais pas, et que je supprime, ça, voilà. Instantanément, j'ai dans ma console un truc qui me dit: «Bah, ici mec, tu une ligne, ça existe pas dans le contrat, qu'est-ce que tu fais?» et ça, c'est un truc que vous avez pas en JavaScript et c'est, une expertise finalement que je me rends compte que j'ai construit à force de bosser en tant que développeur et cetera et c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais partager avec vous sur la chaîne ou peut-être dans un school ou j'en sais rien. Mais, pour moi, créer un SaaS, si on vise au moins du moyen terme, c'est nécessaire d'avoir des coups de practice, de prendre le temps d'implémenter des paradigmes un petit peu corrects pour évoluer en dev. Alors oui, quand on est juste un maker et qu'on a envie de faire des petits projets très rapidement et cetera et ça marche et c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, c'est une approche qui est différente. Pour moi, c'est une approche qui est différente, ça dépend à quel point vous avez envie d'avoir les mains dans votre tech après, je pense. Dans le sens où je me dis, quelqu'un qui est plus comme Mark Lou, qui est un maker, lui, ce qui l'amuse, c'est de faire le prototype, la partie fun, et cetera et je pense que si un projet devait évoluer énormément, il payerait des gens pour, reprendre le code et le refaire mieux certainement et c'est OK, c'est un bon truc et je pense que même, potentiellement, je me vois aussi potentiellement faire pareil.
Mais j'avoue que cette idée d'avoir un projet qui est un petit peu plus propre, me correspond plus. Maintenant l'idée c'est que voilà, enfin moi c'est mon expertise, c'est ce que je fais. J'ai envie de le faire comme ça et pour le moment, je crois et on verra, par la suite sur la chaîne si c'est vraiment le cas. Je pense que même avec cette approche, il est possible, de livrer assez vite. Donc moi là, mon but, c'est de voir si j'arrive à shipper, ce mois-ci la V1 de notre projet, d'être à fond dessus et de shipper, dès que je peux et de voir comment ça marche. D'ailleurs, à ce propos, c'était le premier jour, du coup, depuis, vraiment longtemps, où dans ma mission, en fait, je suis repassé, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je suis passé en 4/5 en fait dans ma mission pour avoir au moins un jour de ma semaine qui est consacré à mon projet. Donc c'est une journée qui est plus souple, où je prends un petit peu plus de temps pour moi le matin et cetera et où après je me pose et j'enchaîne et je bosse à fond, sur le projet et donc bah, ça paye pas mal, c'est très, très cool. Là, aujourd'hui, je suis très content parce que du coup, j'ai avancé sur de psy. Je peux vous montrer, j'ai fini toute la partie en fait où je liste et je récupère les données, de mes questionnaires. Donc ici, j'avais fait toute la partie création des questionnaires. Maintenant, j'ai une partie listing des questionnaires pour l'administrateur et ici, je peux venir éditer, le questionnaire qui existe déjà et donc là, on voit que j'ai bien récupéré toutes les datas. J'ai fait la gestion aussi maintenant où, j'ai pas fait la sauvegarde encore, mais si je mets, nouvelle rep ici et que, je la soumets, on voit que j'ai fait toute la gestion dans la console. Alors là, c'est forbidden parce que, je suis pas connecté, je pense. Mais, en gros, j'ai fait toute la gestion où quand les données sont soumises, je peux distinguer entre une donnée qui existait avant et que je vais devoir updater et une donnée, qui est nouvelle et que je vais devoir ajouter dans le questionnaire. Donc toute cette partie-là, je pense que ça va pas être trop long à gérer. Normalement, demain matin, ça devrait être plié. Derrière, je vais commencer à regarder aussi, la gestion des dashboards et je vais faire aussi certainement la route de delete des questionnaires pour, si l'administrateur il se dit: «Bah, ce questionnaire il sert plus à rien, j'ai besoin de le supprimer». Là, au final, je vise vraiment en termes de priorité parce que ici, moi, ce que j'avais prévu aussi, c'était de faire un système où, on pouvait réorganiser les questions. Donc là, par exemple, j'ai la question 1, là j'ai la nouvelle question et ici, normalement, on peut drag and drop et échanger les questions de place. Très pratique. Est-ce que c'est essentiel pour la sortie, là, à la fin du mois? Non. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Si j'ai pas le temps, le questionnaire, il fonctionnera comme ça. Et si tu te plantes, il faudra supprimer les questions et en recréer des nouvelles. C'est des choix. Et ça, bah voilà, ce genre de compromis, tu peux le faire que si tu as une deadline en fait dans ta tête. Parce que si tu te dis j'ai 6 mois, bah tu te dis bah tranquille, je vais faire le truc, je vais designer ça bien, je vais faire le drag and drop, sauf que non, en fait. Qu'est-ce qui a de la valeur là pour le métier? Qu'est-ce qui a de la valeur pour pouvoir tester le plus vite? Nous, le projet, par exemple, de psy, potentiellement, dès que enfin, le jour où tout le questionnaire, tout le système de questionnaire, il est en place, il est utilisable par les collaborateurs, les managers, etc. Et ben, potentiellement, le soft, il peut déjà être utilisé et tester cette fonctionnalité. On peut déjà demander à des gens s'ils veulent tester cette fonctionnalité de questionnaire, ce qui n'est pas possible autrement, en fait. Donc, il faut se concentrer sur l'essentiel, je pense, et voilà, et faire ça. Et du coup, le dernier point d'ailleurs, je reviens du coup à Valère, mais le dernier point de Valère, du coup, dans cette partie de guide complet, comment devenir millionnaire, c'était l'obsession. Et ça, je suis content parce que c'est un point où j'ai pas trop de mal, moi, en tout cas avec le dev. Le dev, c'est pas un problème pour moi. L'obsession, le fait de me dire que je suis à fond dans mon projet, que je pense qu'à ça. Lui, il disait, par exemple, parce que lui, son domaine, c'est plus le marketing, etc., c'est de se noyer dedans, en fait. Tu dois te noyer dans le truc auquel tu essayes de devenir bon. Ça sert à rien d'essayer de devenir bon à 10 000 trucs en même temps. Il faut au moins un truc auquel tu es au-dessus, tu vois, parce que ce qu'il disait, c'est que pour faire de l'argent, il faut quand même battre la concu au bout d'un moment sur certains domaines. Et pour ça, bah, il y a pas de solution, il faut être meilleur, tu vois, et du coup, faut s'inonder dans un domaine, faut y aller à fond. Et je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord, et moi, avec le dev, j'aime ça, en fait. Je me rends compte que c'est pas forcément naturel pour tout le monde, et moi, le week-end, en fait, je fais du code, le soir, je fais du code, le matin, je fais du code. Ça me plaît, j'aime bien les capacités que ça apporte, j'aime bien le levier que ça offre, et je me rends compte qu'il y a des moments où, en fait, je suis tellement obsédé par ce truc-là que je finis par, comme il lui, il en parle à un moment, ça m'a fait tiquer. Au bout d'un moment, tu en rêves la nuit, en fait. Moi, il y a des phases où je suis tellement obsédé par mon code que
que la nuit, je rêve de code, en fait. Je dis pas que je rêve, je suis là en train de coder et que je me lève le matin, je me dis: «Ouais, je vais faire ça, c'est un truc de ouf et tout, j'ai trouvé la solution à tel problème». Non, mais la nuit, je sens que, ça continue de cogiter, en fait, que la problématique de être bon en code continue, d'être dans ma tête et de me dire: «OK, mon projet m'intéresse, comment est-ce que je vais le faire?» et cetera. Et ça arrive que le matin, en fait, tu te lèves et tu te dis: «OK, j'ai pensé au code toute la nuit», en fait. Alors par contre, c'est pas forcément soutenable sur le long terme, parce que c'est fatigant. Le code, ou n'importe quelle obsession que vous avez, quand ça commence à vous obséder aussi la nuit, vous vous rendez vite compte que, du coup, vous vous reposez pas bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et dans une autre vidéo, il parlait du repos aussi. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'avancées sur de psy, je suis content. Ce que je fais là maintenant, c'est que je note aussi dans mon Obsidian et dans d'autres trucs, je note un peu les questions que je me pose, et cetera. Et l'idée, c'est certainement que si moi je me pose ces questions-là quand je fais un SaaS, c'est des questions que d'autres devs se posent. Et bah, l'idée, c'est si je fais un cours ou quelque chose, ou même des vidéos YouTube pour aider les autres, l'idée, c'est de répondre certainement à ces questions, je me dis. Voilà, c'est un peu tous les trucs, dont j'avais envie de vous parler ce soir, je crois. Je regarde s'il y a d'autres sujets. Non, c'est que des sujets de dev et de tech. Je continue d'enregistrer, en fait, quand je dev, donc je fais des vidéos. Enfin, j'enregistre avec OBS, en fait, quand je dev. Je sais pas ce que je vais en faire. Soit je ferai une compile à la fin ou quoi, ou alors je mettrai ça pareil sur un accès premium, je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais il y a ce truc qui a de la valeur aujourd'hui et que je pourrais proposer, je pense, pour les gens, en fait, parce que ça peut. Enfin, je me dis qu'il y a des leçons à tirer. Bon, après, c'est des heures de vidéo, du coup, mais il y a peut-être des leçons à tirer de comment dire? De quelle réflexion j'ai eu pendant que je développais, en fait. À tel moment, je me suis retrouvé bloqué, comment est-ce que j'ai solutionné le problème? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça et pourquoi est-ce que j'ai pris telle décision? Ça, je le mets, j'en parle dans les vidéos, en fait, que je fais. Est-ce que vous, par exemple, c'est des contenus qui vous intéresseraient de voir, d'avoir une vidéo de parce que je vois des fois, il y a des tutoriels de 5 heures sur des chaînes YouTube où les mecs, ils montrent comment ils font une application et en fait, le truc, il dure 5 heures parce qu'il y a plein de moments où ils se trompent, ils reviennent en arrière, ils font des trucs. Est-ce que vous pensez que ça a de la valeur ou pas du tout? Là, je pense que j'ai plus de 5 heures de vidéo, c'est sûr. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je voulais quand même faire une vidéo et parler un petit peu de tout ça, tous ces trucs que j'avais découverts, les trucs que j'avais un peu, sur la tête. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve dans la suite des vidéos. Ciao.